Merci, vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre encore dans le cadre de votre magazine d'actualité Savoir en parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation que les Congolais sont en train de vivre chaque jour, surtout au niveau de ménage, parce qu'il suffit de faire un tour dans nos différents marchés pour voir comment les prix sont de plus en plus galopants, les articles, que ce soit même les denrées des premières nécessités. Et dans ce cadre, nous allons recevoir pour vous Mousso Kombouyi. Avec lui, nous allons aborder cette question liée à l'économie de la République démocratique du Congo qui ne fait que souffrir avec justement ce que j'ai dit à l'entame, avec des prix qui ne font que galoper. Et puis, il est justement chef des travaux, économiste de formation, mais surtout président de l'association des consommateurs. Bienvenue. Oui. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est votre dernière qualité qui m'intéresse, président de l'association des consommateurs. Oui. Alors aujourd'hui déjà, quelle lecture vous faites déjà de la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau de nos marchés? Merci bien d'abord pour m'avoir invité. Je dirais que la situation est catastrophique, à tel point que les prix des premières nécessités ne fait que monter jour après jour. Et si vous prenez le cas d'un savon Lecoq, les savons Lecoq qui étaient à 350, généralement ici au marché Pongabi ou bien Gambela, vous verrez qu'actuellement c'est dans les 600-700 francs. Ça dépend d'un lieu à l'autre. Et tous les biens de première nécessité, je dirais même pour les arachides. Les arachides, maintenant si vous voulez acheter des arachides, vous verrez on a mis ça sur un emballage de plastique, c'est 100 francs. C'est comme si on a compté des graines là-bas, mais c'est terrible. Et c'est vraiment terrible. Et vous avez vu même des images dans certaines chaînes où on montre les gens acheter les bikedi. Les maniocs, j'espère que vous comprenez les bikedi. C'est pour vous dire que, et même voir même l'organisation FAO et PAM, Programme mondial alimentaire, ils ont fait un communiqué conjoint qui dit que une personne sur 3 en République démocratique du Congo souffre de la faim aiguë. Donc c'est pour vous dire que la situation... Un pays béni comme la RDC. Oui, donc c'est pour vous dire que la situation n'est pas bonne du point de vue économique. Très bien. Alors la situation n'est pas bonne. Alors qu'est-ce qui justifie justement cette situation? C'est chaque jour que les prix ne font qu'augmenter au niveau du marché. Et ce qui fait qu'il n'y a pas la production. C'est-à-dire, pour le cas de la RDC, il nous faut un modèle économique approprié pour notre pays. Lorsqu'on parle d'un modèle économique, c'est-à-dire une représentation schématique de notre économie qui reflète les problèmes et les solutions de notre pays. Jusque-là, nous vivons sans un modèle économique approprié à nous, comme les Chinois. Les Chinois ont leur modèle économique. Nous nous contentons simplement à orienter notre politique vers les minéraux, vers l'exploitation des minéraux. Or, la RDC a plusieurs aspects, plusieurs biens. Donc, qui peuvent être exploités pour renforcer l'économie. Oui, vous avez les bois, vous avez la terre, vous avez l'espace. Si vous allez ailleurs, vous avez l'eau. Vous avez l'eau, l'eau, vous avez le soleil, tout ça. Nous pouvons exploiter tous les biens que Dieu nous a donnés dans ce pays. Mais il s'est fait que depuis longtemps, la politique économique nationale s'est orientée plus dans l'exploitation des minéraux. Donc, on a tout regardé au sous-sol, oui. Alors que nous avons aussi un sol riche. Donc, il faut déjà diversifier l'économie. Lorsqu'on parle pour diversifier l'économie, c'est-à-dire il faut qu'il y ait plusieurs secteurs économiques que nous exploitons qui peuvent donner de l'emploi aux Congolais, qui peuvent aussi nourrir le peuple congolais. Voilà, on a vu tout récemment avec la nouvelle stratégie pour arriver à
à endiguer le banditisme urbain. Le nombre de Koulouna ont été amenés à Kanyamaka CC pour la production agricole. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'il y aurait des maïs qui seraient en train de pourrir au niveau de Kanyamaka CC. Produire, c'est une chose, mais aussi évacuer, c'est une autre paire de manches. Ah oui, donc il y a ce qu'on appelle les infrastructures. Il faut mettre des infrastructures de communication, c'est-à-dire à partir des lieux de production jusqu'au lieu de la consommation. Il faut qu'il y ait fluidité, qu'il y ait... la fluidité. Oui, il faut qu'il y ait la facilité d'évacuer un produit à un lieu A vers un lieu de consommation B. Donc, on peut produire, mais maintenant, il faut qu'il y ait des routes. Et il faut aussi éviter le nombre d'intermédiaires. Et si les biens qui quittent le lieu de production jusqu'au lieu de la consommation, s'il y a plusieurs intermédiaires, s'il y a aussi tracasserie, là, il y aura toujours la hausse des prix. Donc, pour lutter contre la hausse des prix, il faut nécessairement éliminer des intermédiaires, éliminer la tracasserie. En fait, c'est assainir le climat des affaires en RDC. Très bien. Alors, on a vu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, mettre un accent particulier sur le sol. Voilà pourquoi on parle de Kanyamaka CC avec ses productions agricoles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à faire valoir ces secteurs agricoles qui constituent d'ailleurs, qui doivent constituer d'ailleurs un secteur clé pour notre pays. Nous avons plus de 80% des terres arables. Et pourquoi on n'arrive toujours pas à donner de la valeur à cette production agricole, engager des jeunes, sensibiliser les jeunes à cette production pour que finalement l'on puisse arriver à nourrir les Congolais. Vous savez, je retiens de ce que vous venez de dire, la sensibilisation. La sensibilisation est vraiment importante pour notre population. Jusque-là, nous avons toujours cette mentalité. Nous pensons que pour être bien, le bien-être dans notre vie, pour être bien, il faut être dans un bureau. Porter la cravate, être dans un bureau et cela suffit. Non. Le développement, c'est d'abord immatériel. Donc, le développement, c'est un aspect immatériel au niveau des cerveaux. Il faut qu'il y ait une bonne volonté individuelle et collective. On ne peut pas se développer en s'accumulant de biens matériels. Donc, il faut créer. Donc, ce qui nous est demandé, c'est de créer la créativité, l'innovation, afin de produire les biens. Donc, nous ne devons pas nous contacter simplement à ce qui est déjà produit ailleurs pour que nous puissions consommer ça. Nous avons tout un ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Mais sur le terrain, quelles sont les actions que l'on peut identifier de ces ministères pour que l'on se dise, voilà, le Congolais peut un jour manger à sa faim parce qu'il a une terre qui est trop fertile pour lui produire des matembélés, les pondous, ainsi de suite. À cela, il faut toute une politique de développement agricole. Pour qu'il y ait une politique de développement agricole, il faut, ce que vous venez de dire, la sensibilisation. C'est très important, la sensibilisation. Si chacun, comme dans la gestion de l'environnement, on dit chacun doit planter un arbre. Pour l'agriculture, on peut dire chacun doit avoir son champ. Chaque école, par exemple, dans des milieux scolaires, nous devons avoir des champs. Chaque maison, s'il y a moyen de faire des plates-bandes, il faut en avoir. Donc, les grands problèmes, nous n'avons pas encore compris que pour que nous soyons développés du point de vue agricole, nous devons travailler. Même si vous êtes travailleur, vous êtes engagé à la fonction publique, ou bien vous avez des activités privées, vous ne pouvez pas manquer une portion de terre parce que nous avons de l'espace qui vous permettent d'exploiter et de cultiver. Mais avec nos réalités où les gens préfèrent mieux construire des maisons, ne laisser aucun espace pour avoir l'argent à la fin de chaque mois, vous imaginez que les gens auront encore la possibilité d'avoir un espace pour se faire un petit champ au niveau de la parcelle. Là, c'est au niveau de la politique d'urbanisme et habitat. Donc, c'est ainsi que vous voyez, avec le réchauffement climatique, il fait tellement chaud. Et en plus de cela, on n'a plus d'espace vide
au centre de la ville de Kinshasa. Oui, oui. Ce qui est anormal, parce que ça va bouleverser tous les systèmes, si je peux dire tous les écosystèmes de la ville de Kinshasa. Donc, c'est que nous, au niveau politique, on devait prévoir des habitations comme on avait fait dans les temps. Par exemple, des camps Sito, des camps Kaoukala. On peut aller ailleurs. On construit des cités qui répondent aux normes. Qui répondent aux normes, qui tiennent compte aussi de l'environnement, tout ça. Parce que vous avez par exemple les cas de la cité du fleuve. Oui. On a construit, c'est bon, mais on n'a pas tenu compte de l'environnement. Tous les écosystèmes sont bouleversés. Et c'est ainsi qu'il est toujours conseillé, même si vous êtes bailleur de fonds, vous voulez faire des maisons en faveur de la population, consulter aussi des experts. Il y a des experts... Les études d'impact environnemental doivent être faites au départ, avant d'aboutir à tout ça. Mais puisque vous avez parlé de la sensibilisation, mais parlons de cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'exode rural qui est en train de battre son plein. Tout le monde veut venir à Kinshasa. Alors que dans la plupart des cas, ce sont ces jeunes gens robustes, forts, qui sont dans nos villages, qui travaillent la terre en termes d'agriculture pour nourrir la République, pour ne pas dire la vie province de Kinshasa. Mais maintenant que cette jeunesse ne sait plus considérer l'agriculture, ne sait plus rester dans son coin pour produire, et finalement, est-ce qu'on peut se dire que cette situation serait aussi une façon de renforcer cette crise alimentaire que nous allons connaître bientôt là, mais aussi cette flambée de prix au niveau du marché? Je dirais, je suis dans le même sens que vous. L'exode rural là, c'est parce que la qualité de vie dans nos villages, la qualité n'est pas bonne. Donc ce qu'il faut faire, il faut mettre les paysans, surtout les producteurs, dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions. Il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des hôpitaux là-bas, il faut qu'il y ait des entreprises aussi. S'il y a un investisseur qui veut investir en RDC, nous devons déjà avoir un plan pour lui dire nous souhaiterons de notre côté que vous alliez dans telle province aller investir là-bas. Ne voyez pas simplement ici dans la capitale. Donc là, ça permet aussi... c'est aussi un moyen de retenir les jeunes là-bas. Vous créez de l'emploi là-bas, au village. Parce que nous avons vu dans des pays comme Chine, ils ont créé des zones économiques. Des zones économiques, c'est-à-dire des zones économiques là où on crée des conditions favorables pour créer des entreprises. L'exode rural, c'est un phénomène normal si on ne répond pas aux besoins des paysans, de tout ce qui est comme plan de développement dans nos provinces. Alors, avec comme conséquence, c'est que nous sommes en train de vivre. Oui. Je l'ai dit tantôt. Il suffit de faire un tour au marché Gambela, quel marché encore Ziguida, par-ci, par-là. Vous vous rendez compte que les prix sont de plus en plus galopants. Oui. Même des articles... que l'on pouvait se procurer si facilement hier à 100 francs, à 200 francs aujourd'hui, c'est plus que ça, soit c'est le double ou le triple. Alors finalement, est-ce qu'on doit continuer à agir de cette manière où il faut véritablement une politique qui va faire en sorte que l'on puisse retrouver les mots du chef de l'État qui disait qu'il faut que nous puissions regarder un peu à notre sol qui est riche, qui peut aussi nourrir les Congolais. Donc, on ne peut pas parler de développement sans travail. Donc nous devons nous mettre au travail. Et surtout pendant ces temps ici, il n'y a pas un gouvernement. Tout le monde attend un gouvernement. Et il y a certaines personnes qui ont des bras croisés. Oui, on attend le gouvernement pendant un mois, 2 mois, au lieu de travailler. Donc nous sommes dans un système économique qui dépend plus du gouvernement du point de vue politique. Or, avec l'administration, on peut travailler. Mais ce qui fait que pendant 2 mois, on n'a pas un gouvernement. Bon, il y a un laisser-aller, il n'y a personne qui contrôle les prix. C'est ainsi que en ce qui concerne les prix, il faut mettre un observatoire de surveillance des prix. Un observatoire indépendant du gouvernement qui peut aider la population à avoir des prix justes. C'est ça.
Cet observatoire peut être mis en place. On a toujours remarqué en République démocratique du Congo, des structures sont créées. Au début, c'est dans l'esprit de travailler, mais par la suite, ça devient un bras politique. Hein. Et après, ça ne donne plus de fruits. Donc, ça doit être une structure indépendante. Oui, au début, c'est indépendant. On a vu beaucoup de structures naître comme ça en République démocratique du Congo. Mais il faut toujours tenter l'expérience. Oui. Donc, on doit travailler. Sans le travail, il n'y a pas de miracle possible en matière de développement. Donc, il faut travailler. Et lorsqu'on travaille, on doit avoir, pour le cas de la RDC, il faut un modèle économique. Un modèle économique qui est approprié à la réalité de notre pays. Donc sinon, on va naviguer à vue. Parce que quand vous regardez notre économie, il y a au moins 70% des gens qui travaillent dans l'informel. C'est à partir de là qu'il faut baser notre modèle économique. Que faire par exemple? Comment faire quand vous dites qu'on doit partir de là? Parce que quand même plus de 70% de ceux qui travaillent ils sont dans l'informel chez nous. Alors qu'est-ce qui devrait être fait exactement pour que l'on puisse réglementer d'une part le secteur et puis booster l'économie? Tout d'abord, l'État, numéro 1, l'État doit identifier toutes les personnes qui travaillent dans l'informel. Et ce qu'ils font aussi. Et ce qu'ils font. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il doit travailler en collaboration avec ces gens-là. Et travailler en collaboration avec ces gens-là, leur apprendre la gestion. La gestion. Et comment ils peuvent aussi participer à l'économie nationale. Si je dis ça, ici dans la ville de Kinshasa, il y a des entreprises qui ne sont même pas connues. Mais qui fonctionnent. Qui fonctionnent. Peut-être qu'ils travaillent la nuit. On fabrique des produits même pharmaceutiques la nuit. Et mais même s'ils travaillent la nuit, est-ce que la nuit, il n'y a pas de services de l'État qui travaillent? Ça veut dire, par exemple, on prend le cas des services de sécurité. Ils peuvent être informés de ceci ou de cela. Oui. C'est ainsi que je dis, tout cela, ce sont les secteurs informels. Même les coiffeurs, c'est informel. Même les cordonniers. Ces gens-là ne sont pas identifiés du point de vue économique. Or, ces gens-là travaillent. Donc, l'État doit valoriser le travail de ceux qui travaillent dans l'informel. De sorte que ces gens-là puissent travailler de manière officielle. Et ce qui bloque aussi les secteurs informels, parce que l'État, lorsqu'il veut, par exemple, formaliser, inviter ces gens-là dans des circuits normaux, l'État met souvent les montants élevés en ce qui concerne les taxes. Ça veut dire que ces gens ne se sentent pas accompagnés. Oui, ils ne se sentent pas accompagnés. Or, pour aider ces gens qui sont dans le secteur informel, de passer de l'informel à des structures viables, l'État doit les aider, les appuyer, les accompagner, même du point de vue financier. Donc ça veut dire que si on comprend bien, le plus grand problème c'est l'État lui-même qui n'arrive pas à s'organiser et parfois aussi à accompagner la population, surtout ceux qui se livrent dans de petites activités, pour que finalement eux aussi puissent apporter leur contribution dans le renforcement de notre économie. L'État n'est pas là simplement comme la police, arrêter, sanctionner, et tout ça. Mais l'État est là pour aider aussi les petites et moyennes entreprises à aller de l'avant. Donc, avant que l'État puisse bénéficier d'argent, les recettes dans son compte, il doit aussi chercher à que les petites et moyennes entreprises puissent émerger pour aller de l'avant. Très bien. Finalement, qu'est-ce qui doit être fait? Parce que de temps en temps, les gens font des discours, font des déclarations, il faut que nous fassions ceci, il faut que nous fassions cela. Nous venons d'évoquer tout à l'heure là la question liée à l'exode rural, qui constitue aussi un problème majeur par rapport à notre économie. On vient d'évoquer aujourd'hui, tout à l'heure là, du secteur informel qui peut aussi être mis à contribution pour renforcer l'économie de la République démocratique du Congo. Nous avions parlé du chef de l'État qui a voulu que l'on mette un accent particulier sur justement l'agriculture, de manière à ce que l'on puisse arriver à nourrir
arriver à nourrir nos compatriotes, mais finalement, on se rend compte que sur le terrain, on n'arrive toujours pas à créer des vraies stratégies qui pourront véritablement booster l'économie de la RDC. Si on prend l'aspect touristique, nous sommes un pays de méga biodiversité, nous avons d'immenses ressources naturelles qui peuvent aussi être mises à contribution dans le renforcement de l'économie de la République démocratique du Congo. Vous avez parfaitement raison. Le chef d'État est là pour donner une vision, même lointaine, une vision pour la transformation de la société. Mais il faut qu'il y ait, comme des ministères, des experts, pour aider l'État. Chacun de nous doit travailler pour que la vision du chef de l'État puisse se réaliser, puisse se matérialiser. Vous prenez le cas du secteur du tourisme, mais il y a des pays qui ne vivent que de ça. Du tourisme. Le Kenya, par exemple. Le Kenya. Vous avez l'île Maurice, plusieurs pays dans le monde entier se nourrissent et établissent leur budget à partir même du secteur touristique. Le secteur touristique. Donc, nous avons ces questions maintenant que le ministère de l'Environnement et même de l'environnement, même dans des communes, que cet aspect soit pris en compte. Le chef de l'État, il est au niveau national. Et maintenant, mais au niveau de chaque, au niveau des territoires, des communes, dans chaque entité décentralisée, que des actions soient menées. Oui, c'est ça. Maintenant, nous sommes au mois de... Dès que le gouvernement va sortir, il faudra que dans chaque secteur, dans chaque entité administrative, qu'il y ait disons bien, un plan d'action. Parce qu'au niveau du gouvernement, bien sûr, ils auront un programme national. Mais au niveau de chaque entité administrative, il faut qu'il y ait des plans d'action pour accompagner la vision du chef de l'État. Sinon, ce que le chef de l'État est en train de dire, ce sera des lettres mortes. Des lettres mortes. Ou des simples mots. Des simples mots. Alors que c'est le patron, c'est le chef de l'État. Tout le monde doit l'accompagner dans sa vision, parce que cette vision va dans le sens de rencontrer l'intérêt de la population congolaise. Maintenant, si on prend cet aspect que vous aviez évoqué, parce que vous êtes économiste, si la formation du gouvernement doit être un blocage pour le fonctionnement de toute une république. Et qu'aujourd'hui, on puisse constater ce qu'on constate dans nos marchés, avec des prix qui ne font que galoper. La population, dans le PIB ou encore dans le pouvoir d'achat est très faible, est en train de constater cette situation. Est-ce que c'est normal que l'on continue à vivre dans un état comme celui-ci, où il faut que le gouvernement prenne au moins 2 ans ou 2 mois pour être formé? Avant ça, c'était même plus de 6 mois pour que l'on puisse arriver à former le gouvernement, et en même temps, tout est bloqué au niveau du pays. En principe, rien ne peut être bloqué. En principe. Parce que si le gouvernement, on est tenté d'attendre le gouvernement, il y a l'administration. L'administration, au niveau de l'administration, même si au niveau de nos marchés, il y a les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les gouverneurs sont en fonction, ils doivent travailler. Le problème chez nous, nous n'aimons pas vraiment travailler. Nous n'aimons pas vraiment travailler. Nous aimons beaucoup la politique. Même du point de vue, on parle de l'environnement. Qui s'intéresse à l'environnement? Personne ne s'intéresse à l'environnement. Même l'environnement doit commencer à la maison. Donc la gestion au niveau de chaque ménage, on sait comment gérer son milieu naturel, son milieu de vie. Oui, vous avez des bacs à papier, des bacs à plastique. On commence à comprendre que l'enfant apprend déjà dès le bas âge que si j'ai des papiers, si j'ai des bouteilles de plastique, je dois jeter à tel endroit. Donc l'éducation, ça commence par l'éducation. C'est ainsi que nous devons faire un effort en ce qui concerne l'éducation. L'éducation, c'est un essor, ça permet à un pays d'aller de l'avant. On va dire que la politique parfois bloque tout, parce que comme 200 francs à Wenze, vous imaginez, les Tungulu comme 300 francs, tomates Ambouma comme 400 francs, pose la qualité est bien à 500, 600, 700, alors que la population, ce total pour pouvoir d'achat est très affaibli, ça devient compliqué. Il faut avoir pitié de cette population qui est en train de nous suivre. Donc il faut une politique. Cette politique doit d'abord aller, comme je dis,
d'abord un modèle économique. Après ce modèle économique, il faut qu'il y ait améliorer les SMIC, donc salaire minimum interprofessionnel. Donc il faut qu'il y ait des salaires, des bons salaires. Donc on doit revoir parce que jusque-là, on ne sait pas qui gagne quoi, qui fait quoi. Il faut qu'il y ait harmonisation des salaires dans chaque secteur de la vie. En dehors de ça, si on parvient à améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, il faudra encore développer cet esprit-là de travail. Le travail, rien que le travail. Le travail, susciter ce goût-là au travail. Donc on ne doit pas penser que la vie, c'est... Les bureaux seulement. Les bureaux, non. On doit travailler. Même si les bureaux, c'est aussi le travail. Parce qu'apparemment, le travail dont vous parlez ici, c'est que les gens doivent apprendre, par exemple, à travailler la terre. Oui, en termes de production. Les gens doivent apprendre à travailler dans tous les domaines pourvu que cela puisse apporter quelque chose. Mais si on prend le cas de l'agriculture, combien d'écoles avons-nous, par exemple, qui organisent cette section? Agriculture, pêche et élevage. Jusque-là, si on prend le cas de Kinshasa, par exemple. Je connais qu'à Mombele. À Mombele. Alors, comment voulez-vous que les jeunes gens puissent s'intéresser à ces questions si déjà, en amont, ils ne sont pas orientés, ils ne sont pas encadrés? C'est-à-dire, on doit développer, on doit sensibiliser la population pour dire que la vie n'est pas simplement en politique. La vie est aussi en agriculture. Et tellement que nous avons de l'espace, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs écoles en ce qui concerne là où on forme des ingénieurs, des techniciens en matière agricole. Mousso Komboui, comme je vous l'avais présenté au début, président de l'association des consommateurs. Alors au niveau de votre association, qu'est-ce que vous faites déjà pour que les autorités entendent votre voix et que finalement votre cri d'alarme soit entendu et exaucé? Nous avons pris contact avec l'hôtel de ville pour qu'il y ait un élément très important en ce qui concerne la protection des consommateurs. Donc nous avons écrit à l'hôtel de ville et à l'Assemblée provinciale, même au niveau même de la présidence, pour que les prix soient affichés. Si vous observez très bien, les différents prix des biens de première nécessité, parfois ne sont pas affichés. Donc, dès que tu te présentes là-bas, vous vous posez la question combien ça coûte ces paires de chaussures. On va vous dire, on va vous fixer un montant par rapport à votre image. Donc, si on va rester un monsieur qui était bien habillé, bon, hier, à grosso modo, on a 500. Donc, il faut que la législation économique de notre pays oblige les opérateurs économiques, surtout les vendeurs et les vendeuses, de fixer les prix, d'afficher l'affichage des prix. Comme ça, tout le monde qui passe, même les autorités, peuvent se faire une idée de la situation au niveau du marché. Ça doit être vraiment obligatoire. Nous avons des inspecteurs économiques qui ne font presque rien. Donc, ils doivent être fermes en cette matière-là, l'affichage des prix. C'est très important. Et en plus de cela, on ne doit pas étaler les biens de consommation par terre. Très bien. Donc ça, c'est plus grave du point de vue conditions hygiéniques. La plupart ne font que jeter la balle auprès de l'autorité pour se dire qu'ils en ont marre. Et déjà, ils n'ont pas assez de moyens. Et c'est comme si on était en train de sacrifier des gens. C'est facile de critiquer. C'est facile de La critique est aisée. Bon, je m'excuse. Un jour, nous étions dans un auditoire. On était des apprenants. On suivait les cours de l'environnement. Il y a un apprenant qui dit, mais professeur, ce livre-là est mal écrit, il y a trop de fautes d'orthographe. Mais le professeur lui répond, il dit non, comme il y a trop de fautes d'orthographe, ce serait mieux que toi tu puisses écrire un autre ouvrage là où il n'y a pas de fautes d'orthographe. Il n'y a pas de fautes d'orthographe. C'est pour dire que nous, intellectuels, nous avons la facilité de critiquer les autres. Mais quelle est votre contribution? Même les gens qui disent là, qui vendent dans les marchés, peut-être il est tenté de vendre des biens piratés, des biens qui ne répondent pas aux normes. Et
À qui la faute? À qui la faute? Mais c'est ça, à qui la faute? Comment l'État laisse, des choses de mauvaise qualité? Nous aussi, la population, nous avons notre responsabilité. La responsabilité. Ce qui est là, nous devons tous marcher vers une même direction. La direction, c'est le développement durable. Alors, il faut arriver à ce développement durable. Oui. Votre association, c'est vrai que est-ce que vous avez des actions que vous menez? Et de temps en temps, lorsque vous cherchez à rencontrer des autorités pour discuter sur ces questions liées, par exemple, aux droits des consommateurs, vous êtes entendus facilement? Et la fois passée, nous avons introduit notre requête en ce qui concerne la loi sur la protection des consommateurs. Jusque-là, nous n'avons pas une loi sur la protection des consommateurs. Et nous n'avons pas une loi sur la normalisation, les normes. On n'en a pas. On n'a pas une loi sur... La loi sur la concurrence, ça y est. Sur la vérité des prix, ça y est. La loi sur les prix et la concurrence, ça y est. Mais on n'a pas une loi sur la protection des consommateurs. Il y a absence de loi sur la normalisation. Il y a l'absence de loi sur l'Internet. Il n'y a pas une loi sur la vente en ligne, sur la protection des données individuelles. Toutes ces lois-là n'existaient pas. C'est aussi un souci. Hein. C'est vraiment un souci pour nous. La loi sur le numérique, il y a cybercriminalité actuellement. Donc, l'État doit penser plus aux lois qui protègent aussi les consommateurs. Bien que les politiciens font des forcing, ils pensent toujours à 2023, mais ils doivent aussi penser au petit peuple. Nous avons écrit officiellement à l'Assemblée nationale et au Sénat, même au président de la République, qu'il y ait une loi, cette fois-ci, de la protection des consommateurs. Quelle était la réponse déjà? Parce que là, ils n'ont pas répondu. C'est ça les grands soucis. Des questions majeures comme celle-là, on ne sait pas répondre directement, mais si c'était des questions qui allaient dans le sens des intérêts politiques, des intérêts personnels, on y répondrait beaucoup plus facilement. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut se dire aussi que le plus grand souci ou le plus grand problème que nous sommes en train de connaître, c'est cette mauvaise foi politique, des acteurs politiques qui ne veulent pas réellement travailler pour que ce pays puisse aller de l'avant, pour que finalement le Congolais puisse tirer profit, même de toutes les ressources naturelles dont nous disposons? Je dirais oui et non. Oui, dans le sens que la politique générale n'est pas encore formatée, n'est pas bien orientée vers le développement. Mais il y a aussi la population, nous les consommateurs, nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous devons faire pression auprès de l'autorité. Auprès de l'autorité. Comme il y a par exemple hausse des prix, nous ne devons pas simplement acheter des biens piratés, tout ça, mais nous devons, par exemple, dire... Par exemple, vous êtes sur un arrêt de bus. Vous voyez un transporteur qui fait les demi-terrains. Donc, vous savez que pour ces courses-ci, je ne dois pas payer 1000 francs. Vous devez parfois résister, dire non là où il faut dire non. Mais quand vous résistez, vous restez. Lui poursuit son bonhomme de chemin. Oui, il faut une conscience individuelle et collective. Nous devons qui doit être impulsé par ceux qui gèrent, par les autorités. Oui, là c'est vrai. Parce que c'est l'autorité qui doit organiser l'État. Si l'on n'arrive toujours pas à organiser les choses comme il se doit, le Congolais va continuer à souffrir. Vous venez d'évoquer les cas de demi-terrain. Tu ne veux pas monter, tu restes. Alors qu'il est déjà 18h, 19h, il faut rentrer à la maison. Peut-être qu'on n'a pas encore préparé. Il faut aller préparer pour les enfants. Donc ça devient compliqué. Alors, finalement, vous introduisez des revendications, même des mémos auprès des autorités, on vous fait attendre, et vous aussi à votre tour, est-ce que vous faites pression? Est-ce que vous insistez de temps en temps quand vous avez senti qu'il n'y a pas de réponse de manière directe? Nous insistons parce que notre travail, à la fin, je dirais, les gens vont nous juger. Ils vont nous dire, toi tu étais président des consommateurs, qu'est-ce que tu as fait? Ne pensez pas que la population ne suit pas. La population suit. Tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre cité, dans notre vie courante, la population suit. À la fin, chacun de nous, même si il n'y a pas un dernier jugement, mais au moins la population va nous juger. Qu'est-ce que tu as fait
dans le cadre de la défense des droits des consommateurs. Surtout pour ceux qui ont des aspirations politiques. Oui. C'est là où ils seront mieux sanctionnés. Oui. Voilà. Alors, c'était un souci, mais on a vécu. Lorsqu'on avait décrété l'état d'urgence, le chef de l'État l'avait fait. C'était, si je ne me trompe pas, c'était le 19 mars 2020. Quelques semaines après, c'était une peine parce que Mpikwa Pondo a eu 5 000 francs dans un pays qui a 80% des terres arabes. Article Moussous na Wenze Kolobate et Mataki Moussous Makasi. Est-ce qu'on peut dire que tout ça c'est parce qu'en amont, on n'a pas eu à bien gérer ce pays. En amont, on n'a pas eu à mettre des vraies politiques, comme on l'avait évoqué au départ, des vraies politiques économiques qui pouvaient justement faire en sorte que nous résistions face à certaines pressions ou à certaines situations. Et cela, ce que vous êtes en train de dire est vrai, parce que nous dépendons plus des importations. Il suffit simplement qu'on puisse fermer toutes les frontières de la RDC. Une semaine, c'est trop. Oui. Vous verrez que les gens vont crier. Une économie extravertie. Donc, nous sommes dans une économie extravertie. Il faut qu'il y ait dans chaque secteur une politique de développement. Dans les secteurs du tourisme, il faut qu'il y ait. Politique de développement. Dans les transports, il faut qu'il y ait. Il ne faut pas tout attendre du chef de l'État. Chaque responsable à son niveau doit prendre des décisions pour améliorer les conditions de vie. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À ce moment-là, vous aurez des résultats escomptés. Ça veut dire que ce n'est pas le cas pour nous. Jusque-là, à tous les gouvernements qui se sont succédés, on n'avait pas des gens qu'il fallait à la place qu'il fallait. Donc, il y a des cas rares. Il y a par exemple, maintenant, avec le nouveau président, tout autour de lui, il y a des bons. Comme aussi, il y a des mauvais. Vous n'allez pas dire comme aussi l'ancien régime, très bien. Il y a aussi des bons et des mauvais. Il ne faut pas voir tout en noir. Tout en noir, non. Il faut être positif, c'est-à-dire les pays avancent, notre pays doit arriver à être catégorisé comme pays émergent. Donc nous devons travailler ces questions de sensibiliser la population de manière permanente et de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut innover, il faut avoir l'esprit de créativité. L'esprit de créativité, cet esprit-là, on peut l'inculquer à travers les médias, à travers l'école, l'éducation. Pour dire l'esprit de créativité, on doit inculquer ça aux enfants, à la jeunesse et à tous les niveaux. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que les systèmes éducatifs constituent l'un des problèmes? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être universitaire. Les gens ne pensent pas, les côtés professionnels n'est pas vraiment développé. Et avec ça, tout le monde veut être bureaucrate. Et nous sommes en train de souffrir. Et l'autre aspect, c'est aussi, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que l'autre souci que nous sommes en train de connaître, c'est parce que notre économie est basée sur les dollars, la dollarisation de notre économie. Et je dirais d'abord, pour le premier aspect que vous avez évoqué, l'éducation. L'éducation. Certaines personnes disent même que si vous voulez tuer un pays, il faut commencer par détruire le système éducatif. Donc, pour l'éducation, on doit marteler à ça. Par exemple, on prend le cas de l'environnement. Même à l'école primaire, ces cours-là de l'environnement, on devait introduire, insérer ces cours. Insérer à chaque niveau là. Des promesses ont été faites, mais qui ne sont toujours pas réalisées. On attend, même si on en parle en passant. Mais il y a toute une commission qui devait être créée, une commission paritaire entre les experts du ministère de l'Environnement et ceux du ministère de l'EPST pour qu'on puisse insérer ces matières. Mais jusque-là, ce n'est pas encore chose faite. Donc, on doit vraiment faire un effort du point de vue éducatif. L'éducation, les programmes, c'est comme un blocage. Donc, vous formez un produit qui ne raisonne qu'en fonction de l'Europe, en fonction que des États-Unis. Or, la réalité de notre société est inconnue auprès de plusieurs universitaires. Très bien. Vous pouvez poser la question,
mon cher ami, tu viens de terminer à l'université. Est-ce que tu connais Kinsenso, la commune de Kinsenso? Il ne connaît même pas. Il n'y est même pas encore arrivé. Mais il connaît Tour d'Eiffel. Il peut parler de la France, il peut parler de New York. De New York facilement. Il peut te citer des différents présidents des États-Unis. Alors, il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Alors, on prend le deuxième aspect. Le système éducatif est très important. On prend le deuxième aspect. On peut dire aussi que cette flambée de prix, cette peine que nous sommes en train de vivre avec notre économie, c'est aussi dû au fait que notre économie est fondée sur des monnaies étrangères. La dollarisation. Et je dirais ceci. Il y a plusieurs aspects là-bas pour ce qui concerne la dollarisation. Il y a d'abord les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics. Nous devons travailler sérieusement et créer un climat de confiance entre les opérateurs économiques et l'État, entre la population et l'État. Tout ça, ça permet aux gens de se mettre au travail. Il faut prévoir des mécanismes ou bien des stratégies pour mettre les gens au travail. Parce que sans le travail, il n'y a pas de développement. Parce que vous voyez que le développement est surtout lié au travail. Le développement est lié au travail. Les dollars. Pourquoi le dollar prend de l'ampleur sur le franc congolais? Sur le franc congolais. C'est parce que nous ne travaillons pas. On ne veut pas produire. On ne produit pas. Il faut travailler et créer un climat de confiance, surtout dans le monde des affaires. Alors, on arrive déjà à la fin de ce magazine d'actualité. C'est une situation qui est réelle. Alors, finalement, vous, en tant que président de l'association de consommateurs, alors quel est le message que vous pouvez lancer par rapport à ceux qui sont en train de vous suivre, mais surtout aux autorités pour que finalement, l'on puisse décanter la situation? Il faut qu'il y ait un programme d'action et que chaque ministre à la fin doit être coté en fonction de ce qu'il aura produit comme travail. Nous ne devons pas mettre les gens pour simple parce qu'il est de tel parti politique. Chacun, il faut qu'il y ait une politique de résultats. Très bien. Si vous avez un mandat au niveau de la gestion de notre pays, donc la personne doit être jugée selon les résultats. Donc nous devons développer cette culture de gestion des résultats. Très bien. C'est ce qu'on peut demander au gouvernement, au président de la République. Et il faut qu'il y ait une loi sur la protection des consommateurs. Parce que tout le monde est consommateur. Oui. Au Congo, nous sommes plus de 80 millions d'habitants. Lui-même, le président est consommateur. Oui. Donc il faut qu'il y ait une loi sur la protection des consommateurs. D'autant plus que d'ici là, nous sommes entrés dans la zone de libre-échange. Oui. Nous serons envahis. Nous serons envahis par des produits extérieurs, mais les consommateurs risquent de négliger les produits locaux. Il faut qu'il y ait une loi sur la protection des consommateurs. C'est ce que nous demandons au gouvernement. Et nous demandons à la population, premièrement, de se mettre au travail. Nous devons développer cet esprit de management, esprit de créativité, d'organisation. Il ne faut pas tout attendre de l'État congolais. Donc nous devons travailler. Nous devons aussi contribuer. Nous devons contribuer au renforcement de notre économie. Au renforcement de notre économie. Ça, c'est très important. Et je demande à la population et surtout aux consommateurs et aux consommatrices de se mettre au travail. Très bien. Il faut travailler. Il faut travailler. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons la boucle. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Moussoko Mbouyi Patrice. Donc, Patrice Moussoko Mbouyi, ce n'est pas le frère Patrice, comprenez. Il est chef des travaux et aussi président de l'association des consommateurs, économistes et de formation. Avec lui, nous avons évoqué la question liée à la flambée de prix au niveau de nos marchés. Et je crois que vous avez pu trouver quelques éléments ou des éléments de réponse par rapport à toutes vos préoccupations. Et vous avez compris l'appel qu'il a lancé aux autorités et à nous tous qui sommes consommateurs, de manière à ce que nous puissions travailler et que nous arrivions à renforcer notre économie. Merci beaucoup, Patrice Moussoko, d'être passé dans Savoir en parler.
En tout cas, un grand merci à toute l'équipe. Voilà, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à Kali Mwanza, merci à Cédric Amissi qui nous ont aidés derrière la caméra. Merci à Rudi Kebunda qui va nous permettre d'arriver jusqu'à chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Merci. Okay.